Bonsoir à tous, vous suivez l'édition de la mi-jour de la soirée plutôt sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. À la une de l'actualité, l'as d'Aloa Zaïbo dégradé, un véritable calvaire pour les automobilistes. Une condition difficile qui joue négativement sur tout ce qui a trait au développement des activités des citoyens de cette zone. Et nous en parlerons dans notre dossier de la 2. Hors de chez nous, à Mogadiscio, en Somalie, une explosion et des coups de feu ont causé 6 morts. Encore merci à vous d'être en notre compagnie sur RTI2. Passons tout de suite à notre rubrique du jour, les dossiers de la 2. La problématique des infrastructures routières est au cœur de notre rubrique. Ce soir, nos équipes nous conduisent dans la région du Haut-Sassandra, où les populations qui empruntent l'as d'Aloa Zaïbo vivent un véritable calvaire, une vraie torture. Avec nos reporters sur le terrain, regardons ensemble des images d'un bitume inexistant qui décrit la peine des villageois, des planteurs, mais surtout des automobilistes de Zaïbo, Avisata Karamoko Dosso et Issa Dambélé. Il y a des localités dont la seule évocation dresse les cheveux pour qui les connaît, tant par les nombreux manques qui les caractérisent que par les difficultés pour y accéder. Illustration, Zaïbo dans la région du Haut-Sassandra. Entrer dans ce chef-lieu de sous-préfecture ou en sortir, cadres et autorités locales indiquent ce à quoi doit s'attendre quiconque s'y aventure. Nous sommes de véritables greniers, mais nous avons du mal à acheminer effectivement nos produits agricoles vers la grande ville qu'est Daloa. Les braqueurs, les coupeurs de route en profitent énormément puisque nous ne pouvons plus circuler correctement. C'est un calvaire que nous, population, nous endurons. La dernière fois, il y a un Badiamé qui est tombé. Et récemment même, en allant vers Danian, arrivé à un certain moment, tous les passagers descendent. Et ils vont parcourir 1 kilomètre avant de remonter. Et ça fait qu'il y a des braquages sur la route. Au nom du goût de l'aventure, nous nous invitons au voyage. Destination Zaïbo via Daloa. 37 km à parcourir. Les premières centaines de mètres annoncent déjà les difficultés. Et comme pour nous y préparer, les usagers que nous rencontrons en chemin ressassent sans retenue toutes les péripéties à vivre sur l'axe Daloa-Zaïbo. Nissoko Zaïbo, quand tu es ici, tu vois Zaïbo comme cela. De Nissoko, tu vois Zaïbo. Mais il faut arriver à Zaïbo, on va voir. Si vous allez quitter ici, aller à Zaïbo, peut-être 18h va vous trouver sur la route. À Zaïbo ville même actuellement, on ne peut même pas passer. Moto, camion se courage même en moto, obligé de garer. Avant le camion va passer. Jusqu'à Adan, il n'y a pas de route. Même la dernière fois, entre Adan et Bagouri, il y a un remorque qui est tombé là-bas. Là, on était obligé, presque 20 camions pour garer, pour attendre ça. C'est au-delà du village de Zebra, 7 km plus loin, que commence la véritable difficulté. Les producteurs de cacao de cette localité ne cachent pas leur galère. Le mauvais état de la route affecte leur enthousiasme et impacte fortement le début de la campagne dans cette partie du Haut-Sassandra. Quand on est malade, pour aller en ville, nous avons des problèmes. Il faut appeler une moto, puis les véhicules, à cause de l'état de la route. Ils attendent souvent, quand il pleut, ils attendent souvent 10 heures après le passage du soleil, afin qu'ils ne viennent. On est obligé de prendre les motos pour les faire partir vers la ville, afin de recevoir des soins. Si on est à l'hôpital à Daloa, il faut y retourner et encore revenir. Vraiment, c'est difficile pour nous. Mais on fait avec. Tous les véhicules, quel qu'en soit le type, souffrent sur l'axe Daloa-Zaïbo. Souffrance qui atteint son paroxysme en période de pluie. Des camions de cacao sont embourbés et leurs cargaisons vidées pour réduire leur poids, de crainte d'une catastrophe. Les conducteurs doivent faire preuve d'une grande expérience et d'une parfaite maîtrise pour éviter le danger à la traversée de chaque point critique. Si ça s'enfonce, on est obligé de décharger, puis faire avec la force pour sortir. C'est toujours comme ça, on n'est jamais découragé. Souvent ça réussit, souvent ça, les postes se gâtent. Quand les postes se gâtent, on reste. On cherche un autre camion pour vous décharger. Ces femmes et ces hommes à pied, ce sont les passagers d'un véhicule de transport appelé Badjan, vaincu par la route. Réputé pourtant pour sa robustesse et son adaptabilité aux routes caillouteuses et boueuses. Ils en sont descendus avec l'espoir que leur véhicule se délivre de la boue pour continuer le voyage. On vient d'acheter les marchandises. On ne sait pas si on va s'en sortir tout à l'heure, là. On a foncé, on a fait au moins 30 minutes avant de sortir, donc aidez-nous. C'est tous les jours comme ça, c'est pas parce qu'il pleut. Même où il ne pleut pas, la route même n'est pas bonne. En tout cas, la voiture même ne peut pas passer. Mais le Badian, il a voulu forcer. Mais nous-mêmes, on a décidé de descendre. Le mauvais état de l'axe Daloa-Zaïbo fait de Zaïbo une localité enclavée. Ses populations
comme celle des villages qui ont cette route en partage, à l'exemple de Zaïa, tiennent cette responsabilité pour la cause des nombreux manques dont ils sont frappés, pour coller à cette vérité selon laquelle la route précède le développement. Dû aussi à l'état de la route, et cette ambulance est sur cale actuellement. Lorsqu'il y a des patients à évacuer comme ça, avec la sage et moi, on les conditionne, c'est-à-dire on fait de telle sorte qu'il y ait une petite sécurité au niveau du véhicule de transport et puis le patient arrive à Daloa. On essaie de faire les ouvrages nécessaires. Quand le lendemain, nos machines ont fini de passer et que la voie semble praticable à l'arrivée des pluies, et le lendemain, il n'y a presque plus de route. C'est une hantise permanente parce que rien n'est gagné. C'est un perpétuel de recommencement. Rallier Zaïbo, très proche de Daloa, ce chef-lieu de région, pour les 25 km qui séparent ces deux localités, ressemble à un voyage au bout de la nuit. Pour illustration, ces véhicules en partance pour Daloa qui ont dû passer plusieurs heures à un point critique pour cause d'embourbement. Tu vois ça ? Tu vois ça ? Dans l'espoir qu'une solution soit trouvée pour le bonheur des populations de cette zone de la Côte d'Ivoire. En attendant qu'une solution aussi soit trouvée, retour à Abidjan où les populations ont fait des plages leur endroit idéal pour passer le week-end. La plage Petit Bassam de Port-Boué en est un véritable lieu de retrouvailles et de partage entre amis et familles, mais aussi de business pour les commerçants qui s'y trouvent. Justin Kwasi a rencontré ces personnes. Son reportage est commenté par Ami Koulibaly. Un dimanche ensoleillé au bord de la mer dans la commune de Port-Boué, au quartier Petit Bassam. La plage grouille de monde. La plage, une nouveauté pour Franck. En visite à Abidjan, il est venu passer un moment ici en compagnie de sa famille. L'air frais de la mer, les vagues le captivent. Je réside à Koro, comme le travail est fini, on a profité pour venir passer les week-ends ici. C'est bien, tout se passe bien, on est avec les enfants. C'est en famille, on peut bien s'amuser, prendre du bon vent, faire passer le stress. Non loin de là, une autre famille partage le même plaisir. On est venu passer du bon temps en famille, avec le stress et tout, donc on a vu que ici était bon. Cet espace de divertissement est un lieu de rencontre et de retrouvailles. Et le rêve est permis dans ce lieu qui s'y prête. Oui, ça, mes potes, ça fait un moment que ce n'est pas revu, donc on a décidé de venir se retrouver pour se détendre un peu à la plage. Ça nous rappelle les souvenirs. Voilà, tous les souvenirs en classe, les bêtises qu'on a faites. Il y a plusieurs personnes qui ne boivent pas l'alcool, donc au lieu de parler dans les maquis, tout et tout, on préfère venir à la plage, nager un peu, manger, poser, voilà. Chaque année, nous faisons notre première réunion chez le président, c'est-à-dire chez moi. Mais pour cette fois-ci, l'association a décidé de se déplacer. C'est pour ça que nous avons choisi ce cadre-là, ici, venir ici pour s'épanouir. Nous sommes situés au bord de la plage, il y a le vent et nous sommes très bien. Aux abords de la plage de Port-Boué, Petit Bassam, l'on trouve des commerçants de tout genre. Vendeurs de vêtements, d'objets d'art, d'arachides, mais surtout des espaces aménagés pour le bonheur des visiteurs. Les week-ends, l'affluence est au rendez-vous. C'est l'occasion pour ces petits vendeurs de se remplir les poches. Le week-end, samedi, dimanche, on est à la plage. Avec les maillots de bain, les robes, ceux qui veulent se baigner, nous on les vend les vêtements pour se baigner. C'est le week-end, les gens viennent beaucoup. Donc, ça me permet de gagner de l'argent. La plupart de nos clients sont des clients véritablement avertis, puisque d'abord ils font sous réservation, ils appellent, ils adhèrent à nos prix qui sont homologués. Les week-ends, samedi, dimanche, véritablement, nous faisons du monde plein, de bons chiffres d'affaires quand même. On installe ça pour accueillir les clients et ça nous permet de vendre nos marchandises. Les week-ends, il y a plus de monde et ça nous permet de gagner de l'argent. La plage de Port-Boué, Petit Bassam est l'endroit préféré de plusieurs les week-ends. Mais les jours ordinaires, c'est le calme plat.
Et toujours dans la commune de Port-Boué, à l'abattoir des bovins, les têtes de bœufs brûlées sont un véritable business pour les jeunes. Dans ce business, le travail se fait à la chaîne. Un travail à la chaîne où chacun joue sa partition. Certains ont la charge de brûler les têtes, d'autres les lavent et un autre groupe s'occupe de la commercialisation. Nour Sangaré et Joël Gossé nous emmènent au cœur de ce business juteux qui aide à l'autonomisation des jeunes de la commune de Port-Boué. Abattoir de Port-Boué. C'est en ce lieu que sont brûlées têtes, pattes, peaux de bœuf, moutons et cabris. Ici, le travail se fait à la chaîne. Salam travaille à l'abattoir depuis une dizaine d'années. Son rôle est d'arracher les cornes des différentes têtes de bœufs qu'il reçoit. Pour couper là, c'est dur. Ah, c'est dur. Tu ne vas pas les suer ça. Ça là, je suis là à couper les cornes d'abord. Quand je vais finir de couper, on va ramasser pour aller brûler, venir laver. Brûler les têtes, une tâche qui revient à l'assaut et ses amis. Ces jeunes peuvent brûler au quotidien 100 têtes de bœuf, une activité qui leur permet de subvenir à leurs besoins. On se déroule pas mal. Par la grâce de ça va un peu. Il brûle une tête à 500. La journée, comme on est beaucoup, les sacs peuvent avoir au moins 15 000. Chacun a ses clients. On brûle les peaux, les têtes, tout. Une fois cette étape terminée, Pierre est chargé de les laver. Pour bien nettoyer ses têtes, le jeune a sa petite astuce. C'est à l'aide d'une pierre qu'il procède au lavage. Si c'est pas que ça ne peut pas laver, je lave une tête à 250. Je suis lavé par jour 20 têtes. Dans ce travail à la chaîne, Norbert Minengou est le dernier maillon. Son rôle est de commercialiser ces têtes qui ont été brûlées et lavées en amont. Si tu gagnes au moins 10 têtes à vendre, tu peux gagner 1000, 1020, tu enlèves la haine de feu. Et à la dépense de ça, de fois. Les femmes là viennent payer en gros. Si on paye en gros, maintenant on découpe, on les donne. C'est eux maintenant qui s'en vont vendre. Il y a la tête de 18 000, il y a la tête de 17 000, il y a la tête de 35 000 même. Même 40 000 il y en a. Voilà, il y a comme il y a la tête de 10 000, 12 000, c'est petits bœufs là. Il n'y a pas plus fixe. Ça dépend de la personne qui paye. Jeannette, commerçante de têtes de bœuf, vient se ravitailler ici. Elle les revend ensuite au marché. Moi, celui qui a commencé pour venir, moi, il prend 3 têtes ou bien 2 têtes. Il arrive à vendre en même journée. En dépit des difficultés rencontrées dans ce business à cause de la fumée et de l'hygiène, ces jeunes s'y adonnent à cœur choix. L'essentiel pour eux, c'est de bien gagner leur pain quotidien. Dans le secteur du transport pour la sécurité routière, le permis de conduire à point, un système visant à lutter contre les accidents de la route en Côte d'Ivoire, rentrera effectivement en vigueur le 1er mars 2023. Avant l'entrée en vigueur de ce système qui veut autodiscipliner les automobilistes en Côte d'Ivoire, Étienne Kouakou, le directeur de la coordination des transports terrestres et des relations extérieures au ministère ivoirien des Transports, a expliqué le mode opératoire de ce permis de conduire à point. Par ses propos, il faut savoir que le permis à point est doté aujourd'hui d'un capital de 12 points à gérer. Il y a des infractions qui vont faire perdre 2 points, comme il y en a qui peuvent vous faire perdre 6 points à la fois. Donc, à vous, automobilistes de Côte d'Ivoire, de faire en sorte de conserver votre capital de 12 points. Et c'est une très belle initiative encouragée pour le bonheur des populations. Sachez que Abidjan, la capitale économique ivoirienne, va abriter le premier salon international des coachs éthiques et métiers associés. Coaching éthique, facteur de développement sera le thème du 10 salon. Le compte rendu de Nour Sangaré et Joël Gossé qui y étaient pour RTI2. Il conseille les couples et accompagne les entreprises dans le but de booster leur chiffre d'affaires. Eux, ce sont les coachs matrimoniaux ou coachs en développement et leadership. Ils seront à l'honneur les 2 et 4 février prochains à Abidjan dans le cadre du premier salon international des coachs éthiques et métiers associés. À l'initiative du salon, le réseau international des coachs éthiques.
Nous savons que le coaching est une problématique du moment. C'est un sujet qui intéresse, c'est un sujet qui fait couler pas mal d'encre et de salive. Et il était important pour nous en tant que professionnels du coaching depuis quand même plus de 2 décennies. Il était important pour nous de faire en sorte que le coaching soit rehaussé, que son image soit redorée. Donc nous mettons en œuvre ce salon-là parce qu'il y avait un vide en matière de coaching, en matière d'organisation professionnelle du coaching. Dîner gala, conférence, élection du meilleur coach par spécialité. Entre autres activités, au menu de ce salon qui se veut une plateforme d'échange entre professionnels du secteur et le grand public. SISMA est une plateforme, une opportunité que nous offrons à la population ivoirienne, mais au-delà, en tout cas à toute l'Afrique, comme une sorte de rendez-vous qui permettra aux professionnels, aux amoureux, aux amateurs, à tous ceux qui aspirent à la profession de coaching, à tous ceux qui en ont besoin, de se retrouver, de s'informer, de se former, de se cultiver, d'avoir toutes les informations qu'il faut en matière de coaching et en matière de développement personnel. Coaching, éthique, faveur du développement, c'est le thème de cette première édition du Salon international des coachs éthiques et métiers associés SISEMA. Hors de chez nous, le monde de la presse est en deuil. Au Cameroun, le journaliste Martinez Zogo a été retrouvé mort ce dimanche 22 janvier. L'annonce a été faite par le syndicat national des journalistes du Cameroun, soulignant que l'animateur et directeur de la radio Amplitude FM avait été enlevé le mardi 17 janvier devant un poste de gendarmerie à Yaoundé. Martinez Zogo avait 51 ans. Et comme nous vous le disions en titre, selon la police somalienne, au moins 6 civils ont péri ce dimanche dans une attaque des insurgés islamistes Shebab contre le bureau du maire de Mogadiscio. Un kamikaze a déclenché une énorme explosion qui a endommagé des bâtiments, suivie par une fusillade au terme de l'attaque de 4 heures. Tous les 6 assaillants ont été tués, 5 pendant la fusillade avec les forces de sécurité et un s'est fait exploser. La situation est revenue à la normale. Tout le personnel du bureau du maire a été secouru. L'attaque a été revendiquée par le groupe islamiste radical des Shebab, affilié à l'organisation djihadiste d'Al-Qaïda au terme d'une semaine marquée par plusieurs attaques meurtrières des insurgés en Somalie. Et puis nous terminons ce temps d'information, même scénario aux États-Unis d'Amérique. Une fusillade survenue dans la soirée d'hier samedi 21 janvier a fait 10 morts et plusieurs victimes dans le sud de la Californie. Selon la police californienne, le suspect est toujours en fuite. Encore merci à vous, fidèles téléspectateurs de RTI2. Merci à la rédaction, merci à l'équipe technique qui a réalisé ce journal. Bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.